Salut les amoureux de la toile, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier film que vous avez choisi, meilleur film de guerre des années 60 à 52% des votes. Et c'est facile à comprendre pourquoi ce film est sorti en tête des sondages lorsqu'on voit le casting de cette production. Aujourd'hui, une rétrospective construite un peu différemment par rapport à d'habitude, puisque le film est tiré d'un fait réel. Et je me suis dit, tiens, on va comparer, on va s'amuser à comparer ce qu'on retrouve dans le film et dans la réalité. Et ensuite, nous partirons sur le fait de pourquoi faut-il découvrir encore ce film aujourd'hui. Donc, une façon un petit peu différente d'aborder cette rétrospective. Allez, c'est parti. Avec une seule scène, le film est entré dans la légende du cinéma, le symbole même de la liberté et de l'audace, Steve McQueen, dans la peau du capitaine Virgil Heath, qui s'élance à moto par-dessus des barbelés pour fuir l'ennemi. C'est l'image qu'on a tous en tête quand on pense à La Grande Évasion. Une aventure incroyable, pleine d'humour, de camaraderie et de suspense. Tous les officiers américains sont aussi mal élevés. Presque à 100%. Ce film de 1963, aussi génial soit-il, a vraiment adouci les angles d'une réalité beaucoup plus dure. Il a transformé une opération militaire désespérée en une grande aventure. L'histoire qu'il raconte est celle d'un triomphe de l'esprit humain, mais la véritable histoire, elle, est une tragédie marquée par le sang et le sacrifice. C'est un nouveau camp. On l'a bâti pour vous garder, vous et les vôtres. Alors aujourd'hui, on va regarder les points de comparaison entre le mythe et la véritable histoire de la Grande Évasion. Une histoire bien sombre quand même si le film a ses côtés sombres, plus complexe et finalement peut-être plus héroïque que celle que le cinéma nous a montrée. La réalité, vous allez voir, dépasse parfois la fiction. Je tiens à vous prévenir qu'on ne s'évadera pas de ce camp. Colonel, escomptez-vous que des officiers oublient leur devoir? Pour vraiment comprendre l'histoire, il faut d'abord s'imaginer le lieu. Le film nous montre un camp qui ressemble parfois à une colonie de vacances un peu agitée. C'est vrai qu'on est un petit peu dans la pochade. On y voit des prisonniers, par exemple, fêter le 4 juillet avec de l'alcool fait maison. Ils se moquent des gardiens allemands qui passent pour des naïfs faciles à berner. Eh bien, cette légèreté voulue par le réalisateur John Sturges cache une réalité qui n'avait vraiment rien d'amusant. Le véritable Stalag Luft 3, situé à Sagan, en Pologne actuelle, à environ 160 km au sud-est de Berlin, était tout sauf une partie de plaisir. Il avait été conçu par la Luftwaffe pour être à l'épreuve des évasions. Dans le film aussi, on nous fait référence que ce camp a été construit pour justement empêcher toutes les têtes pensantes des évasions de s'évader. Les baraquements étaient surélevés pour qu'on ne puisse pas creuser. Le sol, un sable jaune très clair, était un cauchemar à dissimuler, car il contrastait totalement avec la terre grise de la surface. Ça, on le voit aussi dans le film. Donc, c'est respecté jusque-là. Eh bien, auprès de nous, peut-être aurez-vous une chance de vous corriger. 10 jours d'isolement, Hughes. Capitaine, Des microsismographes étaient enterrés le long des clôtures pour détecter le moindre bruit de creusement. Là, ça n'apparaît pas dans le film. Et le camp a été dirigé par un vétéran décoré de la Première Guerre mondiale, le colonel Friedrich von Linder-Wildow, loin d'être un geôlier incompétent et surtout beaucoup moins complaisant que celui qui nous est présenté dans ce film. Mais la plus grande différence, ce n'est pas le décor, ce sont les hommes, pour plaire au public américain et mettre en avant des stars comme Steve McQueen. Eh bien, le film a énormément exagéré le rôle des Américains. En réalité, même si des pilotes américains étaient bien au Stalag Luft 3, la plupart avaient été transférés dans un autre camp des mois avant l'évasion. L'opération était avant tout une affaire du Commonwealth, c'est-à-dire que les cerveaux et les bras derrière cette grande évasion étaient en majorité britanniques. Mais il y avait aussi des Canadiens, des Australiens, Sud-Africains, Néo-Zélandais. Et ensuite, il y avait aussi des pilotes de pays occupés, comme les Polonais, les Tchécoslovaques, les Norvégiens, des Belges, des Français.
Bref, ces hommes n'étaient pas des rebelles individualistes comme dans le film, c'étaient des officiers, des aviateurs de haut vol, pour qui s'évader n'était pas juste un désir de liberté, mais un devoir militaire. Ça, c'est aussi mentionné dès le début dans le film. Vous voyez, il y a plein de similitudes quand même entre la réalité et le film, pour l'instant. J'avoue que je suis fort surpris par ce déploiement d'activité, Group Captain. Comme il est dit dans le film d'ailleurs, chaque évasion forçait l'ennemi à mobiliser des milliers d'hommes et des ressources loin du front pour les chasses à l'homme. L'évasion n'était pas le but final, c'était un acte de guerre. Le cerveau de l'opération, joué dans le film par Richard Attenborough, était en réalité le squadron leader Roger Bushell, surnommé Big X. Bushell était un avocat brillant et acharné qui parlait allemand couramment et qui avait déjà été repris par 2 fois pour des évasions. C'est lui qui a imaginé ce plan complètement dingue, ne pas faire sortir quelques hommes, mais 250 d'un coup. Combien doivent s'évader? 250. 250 beaux hommes, rien que ça? La plus grande évasion de masse jamais tentée. Un défi qui allait pousser l'imagination humaine à ses limites. D'ailleurs, le film montre bien l'effort collectif, mais en fait, il fait qu'effleurer la complexité de l'ingénierie déployée. Par 600 prisonniers quand même, le film est recentré, normal, sur une poignée d'hommes. Ici, c'est 600 prisonniers qui ont participé au projet. Le plan de Big X était de creuser 3 tunnels, comme dans le film, Tom, Dick et Harry, depuis 3 baraquements différents. L'idée était simple, si les Allemands en trouvent un, eh bien le travail peut continuer sur les 2 autres. Les défis étaient colossaux. Les tunnels étaient creusés à 9 mètres de profondeur pour déjouer les micros. Ça, c'est la réalité dans le film, mais on ne nous dit pas que c'est pour déjouer les micros. Le sable, comme on le voit dans le film, qui était un cauchemar, eh bien, les prisonniers avaient inventé un système avec des manchots, des sacs en toile, faits avec des serviettes qu'ils attachaient à l'intérieur de leurs pantalons. Ils les remplissaient de sable, se promenaient dans le camp et les vidaient discrètement dans les potagers. On estime que plus de 100 tonnes de sable ont été dispersées comme ça, sous le nez des gardes. C'est quand même assez gonflé. Mais comment respirer à 9 mètres sous terre? Le film ne s'y attarde pas vraiment. On voit qu'on construit un espèce de soufflet, mais c'était vital. Les prisonniers ont donc créé une pompe à air manuelle avec des morceaux de lit, des crosses de hockey et des boîtes de lait en poudre crime. Cette pompe envoyait de l'air dans le conduit fait avec ces mêmes boîtes de conserve assemblées sur des centaines de mètres. Et leur génie ne s'arrêtait pas là. Pour sortir le sable donc et transporter les hommes, ils ont construit un système de wagonnets sur rails. Les rails étaient faits avec des lattes en bois arrachées au lit. Pour l'éclairage, ils ont volé des fils électriques et des ampoules qu'ils ont branchées sur le réseau du camp. Pour soutenir les tunnels, ils ont utilisé près de 4000 planches de lit. Imaginez, des centaines de prisonniers dormaient sur des lits fragilisés sans que les gardes ne s'en rendent compte. N'oubliez pas que dans le réel camp, 600 prisonniers travaillaient au tunnel, mais il y avait 1800 prisonniers en tout dans ce camp. Donc beaucoup de lits, beaucoup de bois. Les ateliers clandestins tournaient à plein régime. Des faussaires, comme le personnage joué par Donald Pleasence, ont produit des centaines de faux papiers d'une qualité incroyable. Des tailleurs transformaient des uniformes en costumes civils. Des cartographes dessinaient des cartes de l'Europe de mémoire, aidés par des fragments obtenus bien sûr par des gardes corrompus avec des plaquettes de chocolat ou des cigarettes. Tout ça, c'est aussi dans le film. Donc on peut dire jusqu'à maintenant que le film respecte bien la réalité, malgré tout, même avec des petits raccourcis. Le tunnel Tom, lui, eh bien, il a été découvert par les Allemands à l'été 1943. Dick a été abandonné et transformé en entrepôt. Tout l'effort s'est alors reporté sur Harry. En mars 1944, après presque 1 an de travail, Harry était prêt.
un tunnel de plus de 100 mètres, une véritable autoroute souterraine vers la liberté. Et c'est la nuit du 24 au 25 mars 1944 qui a été choisie. Une nuit sans lune, parfaite pour se cacher. Le film montre une tension énorme, mais la réalité était encore plus chaotique et même voire décevante. Le premier gros problème qui est apparu tout de suite, c'est que le tunnel était trop court, comme dans le film encore une fois. La dramaturgie était quand même en place à ce moment-là. Il devait sortir donc dans une forêt à la base. Et là, il débouchait sur un terrain découvert, à quelques mètres des arbres et bien sûr bien trop près d'une tour de garde. Et donc, chaque homme devait ramper à la vue potentielle d'un sentinelle. Ce mauvais calcul a tout de suite ralenti l'évasion. Puis, il y a eu une alerte aérienne qui a plongé le camp dans le noir total, coupant l'électricité, les lumières donc, et la pompe à air. Tout ça, on le retrouve aussi dans le film. Des hommes se sont retrouvés donc coincés sous la terre, dans le noir, sans oxygène. Certains ont fait des crises de panique. Dans le film, c'est le personnage de Charles Bronson qui devient claustrophobe. C'était un hommage à l'auteur du livre, Paul Brickhill, qui a dû renoncer à s'évader à cause de sa propre claustrophobie. Le plan, on le sait, prévoyait de faire sortir 250 hommes. Mais à cause de tous ces imprévus, le rythme a été catastrophique. Et vers 5 heures du matin, alors que le jour se levait, seulement 76 hommes avaient réussi à sortir. Et c'est là qu'une patrouille est tombée sur le 77e. L'alarme a été donnée, la grande évasion terminée. Maintenant, pour les 76 hommes dehors, eh bien, c'était une autre bataille bien plus mortelle qui commençait. Passez. Si. Ouvrez voir, monsieur. Voir. Ouvrez voir. Good luck. Thank you. Et c'est à partir de ce moment-là que le film commence à s'éloigner de la vérité pour créer un pur mythe. Les courses-poursuites, le vol d'avion, le voyage en vélo jusqu'en Espagne et bien sûr l'inoubliable saut à moto de Steve McQueen, eh bien tout ça, c'est de la fiction. Il n'y a jamais eu de moto, ni de saut par-dessus des barbelés. La réalité a été bien plus brutale. La découverte de l'évasion a provoqué une fureur immense au sommet du commandement nazi. Ça, on peut le ressentir un peu dans le film. Une chasse à l'homme gigantesque a été lancée, mobilisant la Gestapo, les SS et même les jeunesses hitlériennes. Pour les 76 évadés, perdus en Allemagne en guerre, les chances étaient quasi nulles. Un par un, ils ont été repris et seuls 3 ont réussi l'impossible. 2 Norvégiens, alors excusez-moi pour les prononciations des noms, mais Per Bergsland et Jess Müller, qui ont atteint la Suède. Et enfin, le 3e, un Néerlandais, Bran van der Stok, qui a rejoint lui l'Angleterre via l'Espagne. Donc 3 personnes sur 76. Pour les autres, me direz-vous, eh bien le sort a été terrible. La nouvelle est remontée jusqu'à Hitler. Fou de rage, il a d'abord ordonné que tous les prisonniers repris soient exécutés. D'autres officiers, craignant un crime de guerre et des représailles, ont réussi à le faire changer d'avis, enfin. Hitler a juste décrété que plus de la moitié serait tuée. Le chiffre a été fixé à 50. La directive connue sous l'ordre de Sagan a été transmise à la Gestapo et 50 hommes ont été choisis, incluant bien sûr tous les chefs de l'évasion, comme Big X. Il n'y a eu aucun procès. Et par petits groupes, les hommes ont été emmenés en voiture sous prétexte d'un transfert, puis sur le bord de la route, ils ont été abattus d'une balle dans la nuque. La cause officielle de leur mort, tués en tentant de s'enfuir. Un mensonge pour masquer un meurtre de sang-froid. Bien sûr, dans le film aussi, on nous montre cette tuerie légèrement différente. Le résultat est le même, allez-vous me dire. Leur exécution en violation des conventions de Genève fut l'un des pires crimes de guerre du conflit. Quand la nouvelle et les cendres des 50 hommes sont revenus au Stalag Luft 3, eh bien, autant vous dire que le choc a été terrible.
L'ambiance qui était un peu légère, qu'on voit d'ailleurs dans le film, comme je vous l'ai dit, eh bien, s'est éteinte pour toujours, laissant place à un deuil glacial. Alors que faut-il retenir de La Grande Évasion? Eh bien que le film, étant quand même un chef-d'œuvre, est un hymne à la persévérance qui a fait de Steve McQueen une icône, bien sûr, mais que le film, eh bien, on peut quand même confirmer qu'il s'appuie sur des bonnes bases de la réalité. L'héritage de ces hommes n'est pas un mythe, mais une véracité de leurs défis. Ils ont prouvé que même derrière les barbelés, l'esprit de résistance pouvait frapper un coup retentissant contre la machine de guerre nazie. Leur histoire, c'est pas une aventure, mais c'est une leçon sur le prix de la liberté et le coût du devoir. Voilà, il est temps maintenant que je passe à la seconde partie de cette rétrospective. Tout en continuant, tout de suite après l'entracte habituel, je vais essayer de comprendre pourquoi ce film est arrivé premier du sondage et s'il mérite cette réputation de film culte. Graines pour oiseaux, gratuites. Les bip-bip sont excessivement souples. Sorti en 1963, donc La Grande Évasion n'est pas qu'un simple film de guerre de plus, vous l'avez bien compris. C'est une véritable aventure humaine de presque 3 heures quand même, et c'est là tout son génie. Arriver à nous faire oublier l'horreur du conflit qui l'entoure, un concept assez simple et génial, au lieu de tenter des évasions solo vouées à l'échec, eh bien, un officier britannique propose un plan d'une ambition folle. Voilà. Pour tout ça, eh bien, il va falloir unir les talents de tout le camp. Le roi du tunnel, le faussaire, le chapardeur, le fabricant. Chaque homme devient une pièce maîtresse de cette immense machine clandestine. Nous consacrerons nos énergies au sport, au jardinage, à toutes les activités qu'on appelle culturelles. Ce qu'il faut, c'est endormir les chleux. Le film nous raconte donc toute l'organisation au millimètre, avec quand même un ton étonnamment léger et une tension malgré tout qui monte, mais petit à petit, on va dire. Quand on voit Steve McQueen aller au frigo, par exemple, ce qui fait penser à des scènes d'ailleurs de papillons, mais quand on le voit aller au frigo, jouer avec sa balle de baseball, bon, c'est quand même, je suis pas sûr que ce soit passé comme ça dans la réalité. Mais voilà. On voit donc une communauté qui se soude autour d'un but commun, défiant les gardiens avec une ingéniosité et une camaraderie qui forcent le respect. Et le succès du film, allez-vous me dire? Eh bien, il a été immédiat et colossal. Avec plus de 8 millions de spectateurs en France, rien qu'en France, le film a écrasé le box-office de 1963. Le public est tombé amoureux donc de ces héros ordinaires devenus des légendes. Et de cette histoire qui semblait célébrer le triomphe de l'esprit humain, eh bien, la réalité, comme souvent, était beaucoup plus sombre. Ce film a fait un gros succès donc au cinéma, mais il a souvent été repassé et repassé à la télévision, si bien qu'il est entré dans notre imaginaire collectif comme un film culte. Et si La Grande Évasion est culte, eh bien, c'est pas juste pour son histoire, c'est aussi et surtout peut-être grâce à son casting. Un alignement des planètes parfait, une collection de gueules et de talents qui a transformé un groupe de prisonniers en une bande de super-héros sans pouvoir. Au-delà de tout ça, il y a évidemment Steve McQueen dans la peau de Virgil Hitch, le roi du frigo. Il est plus qu'un acteur, il est une attitude, nonchalant, rebelle, toujours avec un chewing-gum dans la bouche, jouant au baseball contre le mur de sa cellule, comme je vous le disais. Il est la définition même du cool.
Mais le film, ce n'est pas que Steve McQueen, loin de là. Chaque acteur est l'une des pièces essentielles du puzzle. Richard Attenborough, qui joue Big X, c'est le cerveau. Il est la gravité, le stratège, l'homme qui porte le poids de 250 vies sur ses épaules. Sa performance est d'une sobriété et d'une autorité incroyable. Charles Bronson, lui, c'est Danny Velinsky, le roi du tunnel. Son personnage est l'un des plus touchants. Ce colosse, expert en creusant, souffre en réalité d'une claustrophobie maladive. Une faille qui rend son courage encore plus immense, surtout quand on sait que l'acteur lui-même était claustrophobe, ce qui a rendu des scènes terriblement authentiques. Et que dire de James Garner en Handley, le chapardeur capable de dégoter n'importe quoi? Il amène le charme et la légèreté. Donald Pleasance en Colin Blight, le faussaire est le cœur fragile du groupe, cet homme dont la vue qui baisse va devenir un ressort dramatique majeur. Enfin, il y a James Coburn, le fabricant, et David McCullum en disperseur, complète cette équipe de rêve. Chaque personnage est défini par son talent, son surnom, sa personnalité. C'est une alchimie, ce sentiment que chaque homme est indispensable, qui rend leur mission captivante. Un grand film, c'est avant tout une collection de grands moments. La Grande Évasion en est remplie. Mais certaines scènes sont carrément devenues des monuments du cinéma. La plus célèbre, bien sûr, la poursuite à moto. Steve McQueen, pilote hors pair, a fait la plupart de ses cascades lui-même, sauf une, et le saut final, ce fameux saut par-dessus les barbelés de presque 4 mètres, a été réalisé par son ami cascadeur Bud Ekins, pour une bête question d'assurance, tout simplement. Et puis, il y a ce moment de pure angoisse, le soir de l'évasion. Il découvre que le tunnel Harry est trop court. Il ne débouche pas dans la forêt, à l'abri des regards, mais en plein dans le champ de vision des Miradors. Donc voilà, le regard de Richard Attenborough, à ce moment-là, eh bien, il va tout dire. Le plan parfait vient de s'effondrer. Alors vous ne m'en voudrez pas, mais plus de 60 ans après sa sortie, pourquoi La Grande Évasion nous fascine-t-elle encore? Et quand je dis vous ne m'en voudrez pas, c'est par rapport à tout ce qui a été divulgaché pendant cette vidéo. Qui dit grand film dit grande musique, alors comment ne pas parler de la musique d'Elmer Bernstein, le thème principal, cette marche entraînante qu'on peut tous siffloter, est instantanément reconnaissable. Elle donne au film son esprit d'aventure, un optimisme contagieux qui dédramatise la situation sans la rendre triviale. Cette mélodie est devenue un hymne à l'insoumission joyeuse. Enfin, et c'est peut-être le plus beau, ce film est un magnifique passeur de relais entre les générations. C'est le film que nos parents ou nos grands-parents ont adoré et qu'ils nous ont fait découvrir. Il y a une nostalgie puissante attachée à ce cinéma, grand spectacle porté par des stars charismatiques et une histoire qui rassemble toute la famille. C'est un chef-d'œuvre populaire au sens le plus noble du terme, une aventure qui nous rappelle que même dans le noir, la camaraderie, l'espoir et une bonne dose d'audace peuvent faire des miracles. D'ailleurs, c'est une question que je me pose et que je vous retourne. Comment faire aimer à la jeune génération des classiques de notre enfance et même au-delà de notre enfance? Ça, c'est une bonne question. Alors voilà, aujourd'hui peut-être que vous reverrez le film un petit peu différemment. Le fait de connaître la véritable histoire, la tragédie derrière la fiction, eh bien ça ne diminue en rien le film. Au contraire, ça le rend encore plus fort, je trouve. On comprend à quel point John Sturges a réussi à transformer un drame en une épopée exaltante, rendant un hommage vibrant au courage de ces 600 hommes. Il a su capturer l'essence de leur combat, non pas la haine de l'ennemi, mais l'amour de la liberté. Et il a su nous amener l'aventure, l'évasion, comme je dirais, à travers ce casting formidable. Alors même si ce film remonte à des années, eh bien, je peux vous encourager à le revoir ou à le voir. C'est une expérience, une leçon de cinéma et une leçon de vie. Et vous? Alors dites-moi maintenant, quelle est votre scène préférée? Quel personnage vous a le plus marqué? J'ai hâte de lire vos souvenirs liés à ce film. Si cette vidéo vous a plu, ben vous savez, laissez un petit pouce. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos.
Voilà un dernier mot pour vous dire que le mois prochain, on change de genre. Vous allez voter donc pour les films fantastiques et de science-fiction. Le premier abordé sera le magnifique Aventure de Madame Weir. En attendant, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien surtout. Bonne toile. Ciao, ciao.